Frédéric et la musculaterie. Les gars, aujourd'hui, on va à la rencontre de Frédéric Delavier. C'est vraiment le papa du fit game. C'est un homme très inspirant qui a une façon de penser bien à lui, qui a apporté pas mal de sujets de réflexion, que ce soit dans le monde de la musculation ou même dans l'analyse du monde dans lequel on vit. Moi, j'ai tous ses livres à la maison, donc c'est un honneur pour moi de le rencontrer. C'est un honneur de voir aussi dans quelle usine il fait fabriquer ses propres machines de musculation. Du coup, je suis allé au coiffeur. Là, je vais me laver, je m'habille, je me coiffe et on va le rencontrer avec les Goumzides. Les Goumzides qui regardent eux aussi ces vidéos, donc ils vont certainement se régaler au maximum de rencontrer Fred. Allez, c'est parti. J'ai un spécial que personne n'a, c'est le direct de la paume faciale. J'ai un angle où je suis très fort, j'ai l'angle là, mais personne là. Ok. Et c'est un truc qui surprend parce que Ouais, personne ne se met en garde en pensant qu'il va recevoir une paume dans la main, dans la tête, à bout portant, surtout que je prends beaucoup de vitesse au démarrage, comme tes power. Donc, poum, ça. Donc, à cette distance-là. Et j'ai vu qu'il y avait un boxeur qui l'avait, un Allemand qui faisait ça. Alors, c'est des trailers de boxe. Bah, c'est interdit, c'est illégal de mettre un coup de pomme Oui, non, en boxe. anglaise. Mais moi, je ne suis pas de la boxe anglaise. Moi. Toi, c'est Mais la en bagarre. MMA, à la rigueur, tu peux taper comme ça, je pense, non? Ouais, tu peux mettre des gifles en MMA, il me semble. Voilà. J'ai vu beaucoup ça chez les frères Jazz. Voilà. C'est comme ça. J'ai une question justement par rapport. Tu as parlé du fait d'avoir des grands dorsaux. Ouais. Tu vois, on a remarqué un truc avec mon collègue qui en fait de la musculation, c'est que souvent, les personnes qui ont des bras longs, ils ont des petits grands dorsaux, et ceux qui ont des bras courts, ils ont des grands dorsaux. Je pense que c'est variable, tout ça. Ouais. C'est assez variable. Et après, la longueur du grand dorsal. Il y a plusieurs causes à la longueur du grand dorsal. Non, ce que je disais, c'est qu'en boxe, un grand dorsal trop tonique et comme on peut avoir en traction, en vérité, c'est pas si bon que ça. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment un dorsal extrêmement. Au niveau de la propulsion des poings vers l'avant. Oui, puisque tu vas tout retenir. C'est-à-dire, Ouais. tu veux percuter à distance, et à ce moment-là, tu as le dorsal qui est trop tonique et qui t'empêche d'aller jusqu'au bout de la percussion, quoi. C'est un peu gênant, tu vois. Alors, en courte. Du coup, il faut courte deux fois distance, plus c'est bon. d'apprentissage pour apprendre à relâcher le grand problème, c'est que dorsal ça- et les muscles. Ça se relâche pas tant que ça. Hein. Si Ouais. il est très tonique, il est tonique. Par contre, en traction, tu descends et la force élastique, comment dire, la mise en tension des fibres élastiques du grand dorsal va te repropulser, tu vois. Mais c'est pas bon pour taper. Par contre, c'est bon pour un coup vertical. Un coup de marteau. Voilà, un coup de marteau. Et tout ça, c'est des questions de morphologie. Alors, comme je disais, moi, j'étais bon en traction parce que j'ai tous les points forts pour la traction, menton. Hein. Donc, j'ai des énormes biceps et monstrueusement fort avec un angle, je fais des curls à 55. En série, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je le sens pas en plus. J'ai un énorme longue portion du triceps, ou chef long, je ne sais plus. Chef C'est long. celui qui s'accroche sous l'omoplate. Donc ça sert au mouvement. J'ai un énorme grand dorsal, tu vois, donc j'ai tous les muscles à la propulsion. Et en plus extrêmement tonique. Et j'ai les coudes qui ne s'étendent pas. Donc quand je suis au démarrage, je suis dans l'angle parfait pour tirer, tu vois, et je suis Mais je crois pas. que je t'ai vu faire un concours de traction et le gagner, Ouais. il me semble, il y a un moment. Ouais. Mais j'ai pas. C'est le seul endroit où j'ai vraiment pas perdu. J'ai même réaugmenté un peu là par rapport à avant. Mais du coup, si on prend en compte que le grand dorsal, il va être mauvais en boxe anglaise, admettons. Non, il est bon, c'est bien. Il faut un grand dorsal pour retirer le bras aussi. D'accord. Mais un grand dorsal trop tonique comme le mien, c'est pas le top en boxe pas anglaise. le top. Je parle des cas indépendants, quoi. Parce que du coup, j'étais en train de penser à Thibaut InShape qui lui a des grands dorsaux énormes. Ouais. Et Ah non, après, c'est bon un grand dorsal. Ils peuvent paraître énormes aussi pour retirer le bras en arrière. Tu tapes, tu retires. C'est les grands dorsales qui tirent ton bras en arrière. Tu reviens, tu repars. Bon, après, moi, c'est pas ma spécialité, la boxe. ouais. Il y avait Soral qui a fait une bonne vidéo, là. Ah bon, des fois, alors il est parti technique sur la boxe. Par contre, il a dit un truc très intéressant sur la boxe pied-point. Et c'était du génie d'expliquer ça, parce qu'on voit bien que le mec connaît l'anatomie. Il a eu mon prof, il a eu Debord aussi, et aux Beaux-Arts. Il expliquait qu'il ne fallait pas combattre comme son prof. C'était très dur à expliquer à son prof qu'il ne fallait pas combattre comme ça nous son était prof, éduqués. voilà, comme son prof voulait, parce qu'il n'avait pas la même morphologie. Que son prof avait une allonge bras-pied, parce qu'il était court il avait des bras relativement longs et des jambes relativement courtes. Donc, quand il était à distance
d'un mec, il n'avait pas à changer sa distance puisqu'il percutait poing et pied du même endroit, si tu veux. Alors que lui, Alain, qui était grand en jambes et avec des bras pas très grands, il était obligé de taper, quand il tapait un mec en poing, de se reculer après pour taper en pied. Donc ça ne fait pas du tout le même mouvement de boxe et on ne pouvait pas enseigner les mêmes enchaînements à un type qui n'avait pas la même morphologie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de mecs qui l'ont expliqué. C'était brillant de la part d'Alain Soral d'expliquer ça. C'est sa à passion. mon avis, il regarde aussi tes vidéos. Je ne sais pas s'il regarde mes vidéos, mais il en arrive aux mêmes conclusions dans la boxe, tu vois, en tout cas. Parce que lui, c'est sa passion, c'est la boxe. Quand il parle de boxe, on a un gamin de 15 ans passionné, maintenant qui a 66 ans. 65 65. Je sais pas, après je regarde pas trop. C'était intelligent ce qu'il disait, tu vois, c'était vachement intelligent techniquement. Ouais. On commence là-bas? Parce que je voulais lui montrer le marteau. Tu sais, le marteau. Avec des grands dorsaux, on tape fort au marteau. C'est faire croire qu'on fait encore les machines au marteau. Donc là, c'est le début de la fabrication. C'est vraiment la première étape. On va recevoir ici l'ensemble des pièces qui composent une machine. Donc, comme ça, au moins, ouais, ça marche. Donc, tout ce qui va composer la fabrication d'une machine, les tubes, les tôles découpées au laser. Donc, on réceptionne ici, on va venir stocker sur toutes les étagères que vous avez autour de vous où les pièces sont référencées avec les emplacements. Et à partir de là, donc, comme on fabrique sur commande, on va venir prélever les pièces qui composent la machine. Ici, on en fait plusieurs, le nombre qu'il faut. Et à partir de là, il va y avoir une première opération de fabrication qui se passe au niveau du robot de soudure et vont souder la totalité de la machine à partir de ces modules et des pièces qu'ils ont collectées pour réaliser le châssis entièrement mécano-soudé. Donc chaque soudeur fait la totalité d'un chantier. Donc, autrement dit, il prend une machine, tout ce qu'il faut et il fabrique la machine de A à Z, contrairement à une autre organisation qui pourrait de fabriquer une partie puis transmettre à un autre qui transmet à un autre. Donc chaque soudeur est responsable de l'ensemble de son chantier et on a la même organisation en peinture, au montage, à l'emballage. Voilà, tout le monde est responsable de la qualité finale du produit qui est délivré. On rentre du fer entre guillemets ici, voilà. Et puis à la fin, il faut que ça soit une machine finie. C'est ça, c'est ça. Et du coup, Fred, c'est toi qui dessines les machines avant conception? Alors, non, on les fait ensemble. Mais moi j'ai la chance de tourner sur l'Europe entière dans les salles. C'est-à-dire que je ne fais pas uniquement les salons, je fais aussi l'Europe entière. Et j'ai le temps de rester assez longtemps sur des machines pour voir si elles sont bien ou pas. Parce que le problème, c'est quand on les teste une fois, ouais, c'est super, c'est génial. Et puis après, on reste un peu plus de temps dessus, puis on s'aperçoit qu'elles ont des défauts. Ça ne paraît pas tout de suite. Hein. C'est un peu comme quand tu rencontres une fille pour la première fois, tout est beau, et puis après, tu t'aperçois qu'elle ne fait pas la vaisselle, mais qu'elle refuse de faire le ménage. Non, c'est une blague, bien sûr. Tu t'aperçois qu'elle est défectueuse. Voilà, sexiste. Non, mais c'est en vérité comme ça. Donc, moi, je vois ce qui est bien, je vois ce qui casse. Et puis des fois, je dis, ah merde, celle-là, elle est bien, mais ça serait mieux qu'elle soit comme ça. Et à ce moment-là, j'ai des idées, et puis je leur fais un petit dessin, comme j'ai la chance de bien dessiner, ceux qui me connaissent le savent. Hein. Je vais faire de la biomécanique, et biomécanique, il y a mécanique dedans, donc on fait de la mécanique. Mais il y a des mecs qui sont meilleurs que moi en mécanique, puisque ce sont des ingénieurs. Mais je suis quand même bon en mécanique. Mais moi, je suis bon en biomécanique. Et à ce moment-là, je fais des dessins, je dis, voilà, il faudrait faire ça, adapté aux morphologies à la morphologie humaine, donc connaissance en plus les variations de morphologie, savoir que la machine, il faut la changer. Et à ce moment-là, je leur fais des dessins, je leur envoie et le bureau d'études travaille dessus. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc aussi, c'est que quand tu veux faire une machine, et c'est ça que souvent les gens oublient, parce que on va faire une machine, je veux ça. Non, quand tu fais une machine, il faut connaître l'usine, c'est-à-dire il faut connaître l'outil de travail. Tu ne peux pas rêver d'une machine si tu ne connais pas les outils pour la faire. Tu vois, si tu n'as pas les cintreuses qu'il faut pour la faire, tu ne pourras pas la faire. Si tu as le laser, tu dis, comme j'ai le laser, je vais pouvoir la dessiner comme ça. On a parlé d'adaptation morphologique, donc on essaie de faire des machines qui s'adaptent à la morphologie humaine, il va falloir faire des variations. Ouais. Et pour ceux qui ne le savent pas sur mes réseaux, la personne qui m'a transmis la passion de l'analyse morphologique, c'est Fred, avec ses vidéos là-dessus sur le sujet. Voilà. Du coup, moi aussi, je me suis tenté à l'exercice de faire l'analyse morphologique de combattants. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ah bah si, parce que quand tu vois, c'est simple, là je regardais les derniers combats, Madison Square Garden, je ne me souviens plus, là, il y a eu un... Oui, ouais, il y a eu Benoît Saint-Denis qui a gagné son combat. Qui a combattu, puis il y avait des grands qui arrivaient, et quand tu vois les mecs descendre du car, quand tu connais le système de la... Alors tu peux des fois être surpris, mais tu sais d'avance ce que vont faire les mecs à peu près en fonction de leur morphologie. Et ça, c'est marrant de le voir. C'est valable sur tous les sports. Hein. Et le mec qui a les bras courts,
ça va être dur de travailler à distance. Tu vois, il va rentrer dans le gars ou il va l'attaquer. Quand un mec est assez large d'épaule, tu es sûr qu'il peut envoyer un bon crochet. Quand un mec n'est pas large d'épaule, par exemple, tu vas te dire il va faire un uppercut ou un direct du droit. Un mec a des. Par contre, pour les hanches, c'est plus dur de savoir si le mec va pouvoir t'envoyer un middle, un high ou un. Alors, c'est pas vraiment mon truc. Je le vois comme ça. Ouais. Mais bon, faut que les mecs soient en mouvement. Ce que tu as dit, c'est juste parce que moi, je trouve que j'ai les clavicules courtes, malgré que les gens disent que non, parce qu'ils ont vu mes pecs qui sont super bien insérés. Et j'ai remarqué que sur les crochets, c'est assez compliqué pour moi. Par contre, les uppercuts et les directs, ils sont. C'est un peu compliqué parce que comme tu as des clavicules courtes, tu perds en puissance puisque tu ne peux pas rajouter le mouvement d'épaule à l'extension du triceps et à la rotation de la hanche et à la poussée de la jambe. C'est tout un ensemble, hein, bien sûr. Donc tu perds quand même pas mal si tu n'as pas l'épaule. L'épaule, tu la ramènes, ça te ramène quand même quelques kilos de. Ça te ramène quand même de la. Ça te ramène quand même de la vitesse. Et c'est très important, tu vois. Et puis c'est très important aussi que des fois quand tu dois prendre de la vitesse et tu ne peux pas forcément mettre la hanche et la jambe, tu vois. C'est pour donner des coups pas forcément puissants mais bien placés. Voilà. Et là tu as les protos. C'est les prototypes? Voilà, c'est deux protos qui sont encore pas testables. On doit finaliser quelques montages. Mais donc on a prévu une séance avec Fred demain. Et les poids sont où? Donc nouvelle abdos haut et bas. Ici, là, tu vois, on n'a pas monté encore les épis. Ici de l'autre côté. Toujours les accroches élastiques sur le bras. Donc là, abdos haut et bas, avec la possibilité de laisser ou d'orienter le siège légèrement pour travailler les obliques. Ouais. Voilà. Et puis à côté, un dips et traction. Il faut peut-être mettre plusieurs prises de bras, non? Justement, c'est une des questions que je voulais voir. Il faut mettre une petite et un grand. Et puis il faut regarder s'ils arrivent à prendre. Et en fonction, tu regardes leurs bras et tu regardes où saisir. Tu vois. Ouais, on a déjà fait quelques modifs, donc ça c'est réellement le travail qu'on fait sur un proto. On fait des positionnements de prise de main, on s'aperçoit qu'on n'a pas le bon angle, on n'a pas la bonne distance, donc on vient corriger. Parce qu'évidemment il y a toujours ce qu'on prévoit sur la CO à partir des gabarits, petits, grands, les essais, les mises en place, mais évidemment rien ne remplace le test réel. Ouais. Le réel, bien sûr. Le réel amène le ressenti, le confort, des gênes éventuels, l'accès, donc tout ça, ça doit être testé. Donc c'est le travail qu'on fait avec Frédéric quand il y a une nouvelle machine ou un nouvel appareil. Voilà, tu as ça. Tu as la largeur. Il faut prendre des très larges, hein, les prises de main. C'est pas ça. Alors ça, il faut qu'on regarde ensemble. Il faut prendre du truc extrêmement large comme ça. Alors là, on est trop serré. Il faut que ça passe. Moi, je suis pas très large. Je suis pas étroit, mais je suis un médio. Moi, je suis pas large. Hein. J'ai de la taille très fine, si tu veux. C'est trop serré, hein. Ouais, pour moi aussi, c'est serré. Et tu mets un très léger angle, comme ça. Sortant. Moi, je cogne là, mais je cogne. Trop proche, t'as vu? Tu vois, on peut pas faire ça, large. Ah oui, c'est celui qu'il faut déporter. C'est comme à l'entrée, ouais. Non, mais je pense que ça veut dire qu'il faut élargir un peu plus. Eux, les mecs, ils avaient juste un tube, là. C'est un tube. Il n'y a pas ça. Il y a juste le tube et il rentre et il ressort. Alors je sais pas comment il bloque. Ah, il bloque à l'intérieur du tube sûrement. Peut-être le prendre ici. Là. Ouais. Et il faut pas ça. Il faut pas ce système-là. Il faut juste un système tube. Tu vois, hein, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas facile. Ouais. Il faut un système tube. C'est quelle marque que j'ai... Voilà. Il faut l'élargir et juste avec un tube. Ouais. Et c'est dans le tube que ça bloque. Pour avoir un gyps ici, je pense qu'il y a une bonne solution, c'est de faire comme chez Technogym. Ils ont comme les bouts en acier qu'on a vu là-bas, ils sont numérotés avec des crans. Et ils ont une sorte de... un truc qui ressemble à des cornes de taureau qui mettent sur la... Oui, mais ça, c'est pas pour ça. Là, c'est une machine où on fait juste comme ça. Un poste. On fait un poste, on fait tac, tac, on a la variation. Le dips, il est bien, il est super bien, le dips. C'est la traction que je vais voir. Il faut juste, c'est d'assembler les deux qui est compliqué là. Chercher la simplicité de réglage, quoi, de pas avoir trop de manipulation. Ouais. Si tu n'as pas ça ici, ça va. Si on coupe ici le système, tu vois. Et on a un système de blocage qui prend moins de place. Tu peux même mettre une boule sur une celle-là. Ouais. Pas mal une boule. Comme ça. Ouais, une boule, non, comme ça, tu es là. Ah oui. Des fois, les mecs, ils veulent faire des boules. Tu mets la boule.
Ceux qui font de l'escalade là, dans ce cas-là. Bah oui, les mecs qui font les poignes, ils ont besoin. Hein. Regarde ce que c'est qu'un. J'ai ramené mes Captain of Crush. Tu connais les Captain of Crush? Bon. C'est pas bon? Pourquoi? J'ai des petites mains. Ah oui. Morphologiquement, il faut avoir des longs doigts. Ouais. Déjà à reprendre. Mais elle est bien, t'as vu le truc de faire ramener 3 trucs avec une boule? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, non? Comme ça bloque. Il faut que ça soit vraiment solide, les blocages. Et la barre droite, très très solide, quoi. Et après, ça revient en arrière. C'est marrant, non? C'est bien, comme ça, on fait la barre droite qui va jusqu'au bout. C'est marrant. Et la barre se remet dessus. Ouais. Bon, ça me fait penser à Saw, le film de torture. Oui, et puis on accroche les mecs ici. Ça. Là, c'est pour les zététiciens. On les accroche là. Et on les fait renier leur religion. Toute l'installation, tout le circuit de peinture, donc les machines qui sont sorties de soudage, comme on a vu juste avant, qui sont entièrement soudées, vont venir sur ce plateau, vont monter, vont être accrochées au rail qu'on voit là. Et elles vont suivre, c'est un circuit fermé, donc là on voit des châssis qui sont prêts à être peints. Donc ça va rentrer dans cette première grosse machine à laver qui va décaper tout ce qui est graisse, résidus de soudage. Un premier four, la cabine de poudrage au fond, et le deuxième four qui va cuire la poudre qu'on propulse sur le châssis. Et la chaleur va faire que ça va s'agglomérer. Et ça c'est sec. À partir du moment où ça sort du four, on peut le toucher, sauf que ça peut être encore un peu chaud. Non, mais là je pense pas. Mais non, mais là on est, voilà, là c'est encore un peu tiède, mais c'est sorti. Donc c'est bon quand ça sort d'usine. Après, quand c'est dans les salles de muscu, à force que les mecs ils transpirent dessus, ça commence à déteindre tout ça. Alors là on a des peintures, on a des peintures, c'est peintures qualité automobile, hein, donc c'est de l'époxy, donc ça résiste bien, y compris à la transpiration. Donc là, comme vous voyez, c'est là qu'on fait la couleur du châssis de la machine. Et nous, on a certaines gammes dans lesquelles on va avoir la gamme extrême, on va avoir du noir et du rouge. C'est encore chaud? Ouais, là, ça sort du four depuis une dizaine de minutes. Comme un bon pain. C'est encore chaud. Oh, c'est encore chaud. Ça donc là, dès que les machines sont peintes comme ça, on va ensuite décrocher, mettre sur une palette et alimenter la partie montage finale des machines. Voilà. Et alors la peinture est récupérée, la poudre en plus. Et donc effectivement, là, tout ce circuit-là est en circuit fermé. Donc la partie qui décape ici, le produit qui est propulsé, qui est agressif, est récupéré dans un bac en dessous et donc il est nettoyé, filtré et recyclé. Donc il n'y a aucun rejet en extérieur. C'est les normes européennes. La européennes. partie poudre, ce qu'on propulse, il y a toujours un nuage de poudre qui reste. Donc c'est aspiré. Ça retombe en bas et ensuite on remet ça dans des gros sacs industriels qui repartent chez le fabricant de poudre et qui va recycler la poudre époxy. Donc il y a zéro rejet. Bon, ce qui est époxy, on appelle ça? Peinture époxy, ouais. Ça veut dire quoi, époxy? C'est juste d'une part la technologie et la matière qu'on propulse. C'est des petits bouts de plastique en fait qui sont propulsés de manière à ce qu'ils tiennent de manière électromagnétique comme des petits aimants. Et quand on le met dans le four, tous ces petits bouts de poudre vont venir fondre et se coller les uns avec les autres. En fait, donc on fait une couche revêtement quasiment comme un plastique. Surmonté parce qu'il met du métal dedans en poudre très fine? En fait, non. C'est-à-dire qu'on la poudre légèrement et on branche comme un aimant. On va brancher au moins, par exemple, la poudre est très légèrement métallisée. Légèrement. Voilà, pour pouvoir être. Et là, on est léger, voilà. On est moins, et donc on va venir propulser sur l'ensemble. Ouais, voilà. C'est rouge mat, ça. Et on est capable de faire. C'est toutes les machines Larrock qui sont de cette couleur ou c'est. Non, elles sont toutes. Non, c'est des commandes à la base. Mais notre modèle était rouge, mais après. Nos gammes sont rouge et noir, noir ou gris, comme on peut avoir ici. Et ensuite, sur commande, pour des clients qui nous le demandent, on peut personnaliser. Orange, rose, violet. Moi, je ramène ma vieille machine, c'est possible de la repeindre. On peut repeindre, suivant l'état de la machine. La machine, c'est un Laker l'extension. Ouais. À l'ancienne, là, je ne sais pas de quel camp il datait. J'ai acheté une vieille salle qui fermait. Ils ont fait un resto à la place. Il y avait une corde à sauter qui servait de câble, donc j'ai changé tout ça. Mais elle est toute rouillée, je l'avais poncée moi-même, je l'avais repeint moi-même. Mais comme j'ai aucune connaissance en la matière, à l'époque j'avais 19 ans quand j'ai fait ça, c'est vrai qu'au bout de 2 ans déjà il y avait la rouille qui était ressortie. Et tout. C'est un comme ça, sûrement que c'est faisable, mais il faut venir décaper, créer une. Moi je ne vais pas venir foutre mon bordel avec ma machine quand même, mais je sais que c'est possible du coup. Il y a 2 machines, là. Il y a un banc, ça c'est prêt à être emballé là, tu vois.
on optimise optimisée, l'emballage pour Ah oui, il y en a deux, il y en a deux. Donc là, il y a un banc lombaire et puis un rack. Ça, c'est pas la gamme performante. Non, c'est la gamme Tanak là. Voilà. C'est la gamme Tanak. C'est bien, t'as vu, on a tout le temps pensé à. On peut dormir dessus. À faire le. Oui, ils sont très bons en céleri. Il est bien doux. On a la place pour ne pas se faire écraser les organes. Les couilles. Voilà, les couilles. Voilà. On a le montable des tables de massage pour les kinés et le montable des vélos et tapis de rééducation fonctionnelle dans un 3e atelier. Voilà, donc tout est commun jusqu'à la peinture et après la peinture, on spécifie le montage. Alors ça, tu vois, les trucs qu'on a mis là, c'est ce qu'on avait commencé à bosser ensemble sur les extrêmes. Et on l'a rajouté sur les autres gammes. Tu vois, les réglages antérieurs. Tu vois, les réglages avant-arrière du dossier. Et sur la extrême, en plus, on l'incline. Tu vois, la extrême by Delavier, là. On les incline et en plus le siège est monté sur. C'est l'ensemble du dossier siège qui bouge. Et en plus, il y a l'inclinaison du dossier. Alors, ça sert à quoi de reculer ou d'avancer le siège? Là, c'est pour les legs extension, c'est en fonction de la taille des fémurs, mais pour les pecs, c'est en fonction de la taille des bras. Tu vois. Donc c'est surtout pour être confort, c'est pas une question de recrutement musculaire ou quelque chose comme ça. Oui, c'est surtout pour adapter à sa morphologie, tu vois. Ok, confort alors. Voilà. Ça, c'était un système qu'on avait mis sur l'extrême, pour les pecs à la base. Et c'est vrai que pour le leg, on recule entièrement parce qu'aussi, on incline le dossier pour faire plus ou moins le droit de la cuisse ou les quadriceps ou les vastes externes et internes. En tout cas, elle est belle la largeur du banc. C'est fait exprès. Ouais, ça, c'est bien ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut personnaliser. J'ai parlé de la personnalisation du châssis, de la peinture, mais aussi, bien sûr, la sellerie. La couleur, on peut donner des possibilités même de choisir la couleur du fil de surpiqûre. Et on peut venir mettre le logo du client, du club, sur le banc ou sur l'arrière de la machine. Donc on a 3 densités de mousse différentes, de la plus souple à la plus dure. Et on peut faire des combis de 2, c'est-à-dire avoir une mousse dure dessous pour avoir une bonne rigidité et une mousse beaucoup plus souple pour l'accueil soit du patient, soit du sportif sur l'assise. Voilà. Il y a des fois, par exemple pour le power, les mecs ont besoin d'un banc très dur. Parce qu'ils ont besoin de restituer un maximum. Par contre, pour l'entraînement, tu peux en avoir un peu plus doux pour pas te. Quand on fait de la perte, c'est bien de temps en temps. Voilà, mais bon, après, tu vas pas te niquer pour rien. C'est plus traumatisant. Après, tu as une meilleure restitution. La ROC, et puis dans lequel on peut mettre le nom du client. Tu penses que tu as pu faire assez de photos? Tu en fais encore? Tu en as plein là? Ouais, j'en ai plein. Ouais. Après, je suis à l'usine, hein, je suis pas à l'entraînement. Non, mais c'est sûr. Après, on verra si on peut faire un petit portrait comme ça en dehors de reportage. Après, il y a des machines qui sont sympas en haut. Ça, c'est un bureau test qu'on fait pour les kinés gênants, c'est la partie kiné chez nous. Le bureau d'études, il est fermé? Le bureau d'études est là, je ne sais pas s'ils sont là. Ah ouais, vous avez... J'ai plus aucune douleur au genou, j'ai une douleur sous le pied, ça me fait chier. De ce côté-là, je me suis fracturé cet été. J'ai fait tomber un poids. Et j'ai pas senti sur le moment, j'ai dit oh ça va. Oui, je vois que tu boites depuis tout à l'heure. Non, ça va là. Là je boite pas. Non, mon genou il est terminé. Maintenant je suis fracturé sous le pied. C'est la merde, non? Voilà, c'est une vraie usine avec la... C'est l'heure de la récré, c'est ça? C'est l'heure de la récré, c'est ça. C'est le repos obligatoire. Et là, on arrive à, juste avant le départ chez les clients. Les machines sont entièrement emballées, donc comme on le voit, le cadeau de Noël. Ça représente du volume, mais quand la machine arrive chez le client, on enlève le plastique, on enlève les protections, on sort la machine de la palette et elle est prête à l'usage. J'avais pensé à faire un produit que les gens puissent avoir chez eux et qui permet de travailler le sternocléidomastoïdien. Tu vois, pour changer de le faire tout le temps au sol avec un poids sur la tête ou pour travailler les... Tu prends juste un câble avec une ceinture avec de la mousse, une sangle et tu fais ça. Avec la machine à poulie? Ouais, c'est le meilleur puisque le sternocléidomastoïdien il projette la tête en avant. Ouais, mais je voulais en fait proposer un truc à droite et à gauche. Faire chez eux, tu vois, par exemple, je sais pas, peut-être mettre un ressort avec une cale ou tu vois quelque chose qui puisse faire. Ça va moins faire le sternocléidomastoïdien que les homoïoïdiens, que tous les muscles qui sont là, qui sont au milieu. Le sternocléidomastoïdien, c'est vraiment de pousser en fait la tête vers l'avant. Ouais, le sternocléidomastoïdien, c'est où il va faire ça
où il va faire ça. Le nom. Et quand ils bossent ensemble, ils projettent la tête comme ça. Ok. Les deux, clac. Il fait pas vraiment le oui finalement. Non, il fait un peu, mais non, il fait surtout la projection. La projection. Ok. Coup de tête. Ok. Vas-y, casse ta pomme. C'est à peu près ça. Je sais pas le faire, moi. Zinedine Zidane. Voilà, il faut avoir un grand coup, pas de trapèze. Tu vois, ça c'est comme ça, tu l'envoies bien, il est mobile, et tu tapes avec le front. Tu vois. Et ça c'est. Donc tu mets le câble, tu te mets dos à la machine et tu fais ça. Alors le problème c'est que ça va te faire un gros coup large comme ça, mais ça va te faire descendre aussi ici. L'osioïde. Non, ça va muscler tous les muscles de l'osioïde. Il va te retrouver avec une espèce de goitre, là, pas de goitre, une espèce de. C'est pour ça qu'il faut faire le mewing. C'est pas très beau quoi. Il faut faire le mewing les gars, c'est pour ça. Tu vas gagner en largeur, mais la forme de ton cou, tu vas perdre le menton dégagé. Ouais. Donc si tu veux plaire, c'est pas bon. Puis j'ai vu qu'il y avait maintenant la mode pour les filles, c'est de se mettre, s'injecter comment ça s'appelle, un truc qui endort là, merde, comment ça s'appelle? Botox. Du botox. Ça détend le muscle. Dans les trapèzes et les pour que les épaules tombantes. Voilà, dans les trapèzes pour bon, avoir un grand cou. Comme Audrey Hepburn, c'est la mode. Sauf que ça pose d'énormes problèmes au niveau cervical et elles vont avoir de sacrées pathologies. C'est comme Barbie là, parce qu'elle est comme ça, Barbie là. Tu vois ce que je veux dire, la poupée Barbie? Et maintenant, elles se font des injections dans les muscles, ils leur paralysent. Pour leur donner l'impression qu'ils ont C'est un des long fous cou. furieux. Bah ouais. C'est des dingues, tu vois. Donc t'imagines après les problèmes cervicaux que tu peux avoir. Elles sont belles, mais elles vont avoir des pathologies cervicales qui risquent d'être assez lourdes. Et des problèmes conjugaux. Je sais pas, parce qu'elles elles vont plaire peut-être parce qu'elles ont leur grand cou. Elle est bloquée la porte maintenant. On est passé par là tout à l'heure? Non, parce qu'il y avait plein de machines. Je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé là, non? L'usine est trop petite. On a beaucoup de machines qui attendent. Non? Ça c'est pour le dos Fred, c'est ça? Non. Ça oui, ça c'est Jack qui fait comme ça. Et alors c'est pas comme ça, c'est les zététiciens qui font ça. Voilà. Et ils mettent les pieds en général sur les bancs aussi. Ah, par contre, Gunjil il fait beaucoup d'exercices un peu bizarres, mais ça marche super bien. Par exemple, le biceps quand il s'allonge par terre et qu'il fait ça. Ouais. Bon, il faut avoir le cran de le tenter en salle de musculation, mais il faut aller par terre en salle de muscu, c'est un peu dégueulasse chez soi, ça va. Tu vois. On fait des défenses immunitaires en même temps. Ouais, après c'est pas les défenses immunitaires, c'est que tu ressors dégueulasse quoi. Tu es obligé de faire une lessive après. Alors que tu aurais pu garder tes mêmes affaires pendant 15 jours. Oh putain, c'est lourd. Ouais, tu peux régler dans tous les sens. Et de l'autre Pour moi, côté, la chaise presse, c'est la meilleure machine de musculation pour travailler les pecs. Voilà. Il n'y a pas de débat. Quoi? Non, je disais que pour moi, la chaise presse, c'était la meilleure machine pour travailler les pecs. Tu vois l'étirement des coudes en fonction de l'horizontale. Il y a vraiment 25 kilos là? Ça paraît lourd? Ah, ça me paraît lourd là. C'est lourd. Tu peux mettre moins. Sur les machines Technogym, je mets 80 de chaque côté. C'est pas les mêmes leviers. Celle-là, c'est une merveille. D'ailleurs, les gens l'aiment bien. Et avec l'épaule, on a vraiment celle-là, elle est bien. Ça coûte combien une chaise presse comme ça? On est sur du 3005, 6. On se fait tout le temps comme la concurrence, c'est la base. Donc le but, c'est pas de faire moins cher. Le but, c'est pas de niquer le marché aussi, tu vois. Non, le but, c'est d'être au même prix que la concurrence, en mieux. C'est pas de la tension continue, que ce soit à la fin ou au début du mouvement. Ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça avec des élastiques, vous pouvez essayer pour pimenter votre entraînement de muscu. Ça permet de prendre de la force, de la vitesse. C'est un bon complément dans les sports, au sport de combat, tu vois. Et souvent, quand on est en bout de bras, en plus sur les jabs, sur les crosses. Faire de la muscu pour le sport de combat, c'est pas bon. Il faut faire de la muscu qui vous fait gagner de la vitesse. Si on fait de la muscu pour gagner du muscle uniquement de la force, ça sert à rien parce qu'on a besoin de vitesse en sport de combat. Donc c'est souvent contre-productif le travail des pecs. Tu vois, trop de pecs, trop de dos. Ouais, je suis d'accord. Ça sert pas à grand chose. Ça ne sert pas. Si, ça peut servir. Bah si, quand tu es près des mecs pour la lutte, pour écraser les autres, c'est très bon. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, tu vois, par exemple, il y a beaucoup le cliché, ouais,
de la musculation, ils ne savent pas se battre, ça n'a rien à voir, etc. Alors que au sol, finalement, quand tu as beaucoup de force, la fin est dure. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Il n'y a qu'à voir les catégories de poids. Tu mets un poids lourd avec un poids léger, au sol, il va t'inventer des clés. Le mec, il a tellement de force qu'il peut te casser le bras d'une façon que tu n'as jamais vue. Mais bon, ça reste quand même un grand débat, une bonne guerre entre les go muscu et ceux qui pratiquent les sports de combat. Je dis tout le temps aux mecs qui font pour le haut du corps, qui font du sport de combat, de plutôt essayer de rechercher un entraînement powerlifter. Pas forcément dans l'angle, mais dans la façon de s'entraîner, puisque le but du powerlifter, c'est d'avoir le maximum de vitesse, de gagner d'explosivité pour pouvoir pousser lourd. Tu vois. Ouais. On n'est pas dans la même recherche. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'outro, on n'y a pas pensé. Pense à t'abonner, à liker la vidéo. Nouvelle vidéo demain et tous les jours en ce mois de décembre. Suivez ça de très près. L'objectif est de filmer ma progression en boxe anglaise. Je pense qu'on a fait pas mal de progrès depuis le début de l'arc. Et rendez-vous à la fin du mois pour le combat contre Thibaut InShape. Like!